Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On va parler aujourd'hui de... Alors, on en a souvent parlé de cette génération Z, ces jeunes dont on dit qu'ils cherchent plus de sens que de négocier finalement leur salaire ou un titre hiérarchique. Ils cherchent du sens, ils cherchent à s'engager. Et c'est un vrai sujet évidemment pour les entreprises et pour les recruteurs parce que ils ne savent pas trop comment les attraper. Comment faire finalement pour les engager et leur donner envie d'entrer dans la carrière, comme dit la chanson. On en parle avec des experts et puis des acteurs de cette question. Hervé Baron, merci d'être avec nous. Vice-président RH de McDonald's France. McDonald's France, c'est le plus gros employeur pour les jeunes. Oui, de jeunes en France. On a à peu près 30 000 générations Z en permanence dans nos équipes, dans nos 1500 restaurants. Oui, c'est ça. Inclusion, diversité, on en parlera parce qu'il y a aussi ce débat qui est très important. Il y a eu un sommet de la diversité à Bercy il y a quelques jours au ministère qui posait cette question de comment prendre sa place dans l'entreprise. Et on en parlera avec vous. Vous faites partie de ces entreprises qui justement permettaient cette inclusion et cette diversité. Et puis à vos côtés, Julien Vérich. Merci d'être avec nous, Julien. Directeur senior page personnelle ou page personnelle. Page personnelle. Page personnelle, je peux le dire comme ça. À l'anglaise. À l'anglaise, on va essayer. Et vous vous occupez donc dans ce business unit justement des juniors. Quand on dit junior, c'est quoi les juniors ? C'est quel âge ? Pour nous, pour vous. Parce que pour moi, c'est le sport, on a 16 ans, quoi. Alors, les juniors sur des cadres, on va dire jusqu'à 27, 28 ans. C'est ça, voilà, qui démarre à 20-27, c'est les 20-27 ? Oui, les 20-27, on va dire. Et, voilà. et on va avoir une troisième invitée. On vous les ranger dans la catégorie Génération Z ? Ah, on n'a pas le choix. Selon la classification, en tout cas, c'est ça. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Élodie Gentina, merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas physiquement avec nous, mais c'est un plaisir de vous accueillir virtuellement. Docteur en sciences de gestion et professeur de marketing à l'IESEG, School of Management. Et vous avez écrit un livre, justement, sur cette génération Z. Génération Z, je vais retrouver le titre de votre livre. Il est sorti chez Duno, des Z consommateurs aux Z collaborateurs. Vous l'avez coécrit avec Marie-Ève Delécluse, sorti en 2018 chez Duno. Tiens, je vous donne la parole à vous, parce qu'il y a des acteurs qui travaillent avec ces... Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur cette génération Z ? Et qu'est-ce que c'est exactement que cette génération Z ? Apparemment, il y a une nomenclature. Alors en fait, j'ai voulu écrire un livre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... On lit beaucoup de choses dans la presse, mais c'est une génération qui est faite de sources d'aspiration très contradictoires et c'est important de les comprendre. Et j'ai voulu les comprendre d'un point de vue d'abord sociétal, dans la société, leur rapport à la consommation, pour ensuite mieux comprendre comment ils vont fonctionner dans l'entreprise demain, et ils sont déjà en train de rentrer dans l'entreprise aujourd'hui. Donc cette génération, ça rassemble tous les jeunes qui sont nés après 1995, plutôt de génération, je préfère parler de digital native, c'est tous ceux qui sont nés après et pendant la 4e révolution numérique. Alors, sans me moquer d'eux, parce que moi je commence à être un ancien, c'est ceux qu'on le met sur Instagram du matin au soir, sans plus jamais regarder la télévision et en étant en permanence connecté, c'est ça, c'est bien ça. Les digital natives, oui, alors qu'on dit Insta, il y en a plein aujourd'hui, même Facebook, c'est has-been maintenant pour eux, ils sont sur d'autres types de réseaux sociaux, Snapchat, Insta, Twitter, enfin voilà, il y a plein de réseaux, et attention, voilà, ils sont très digitaux, bien évidemment, mais on verra tout à l'heure quand on décrypte leur comportement qu'ils ont vraiment besoin aussi de relations face-to-face, et les relations authentiques, l'authenticité, c'est aussi quelque chose qui les marque. Alors, avec mes invités en plateau, qui sont à la fois des acteurs et aussi des experts, parce que quand on est acteur d'un sujet, on en devient un peu l'expert. Plus gros employeur McDo chez les jeunes, donc vous les fréquentez, vous les recrutez, cette génération Z. Quelle définition vous apporteriez pour compléter ce qu'a dit Élodie ? C'est une génération qui a très envie d'être tout de suite en situation, au travail, pour apprendre, et au travail, pas à côté de leur vie personnelle, mais dans leur vie. Dans leur vie. Ils ont une vie et il y a des moments de plaisir, il y a des moments de travail, il y a des moments d'apprentissage. Et pour eux, toutes les frontières qu'on a pu construire avant, avec des connexions, etc., le deux mondes à part entre le pro et le perso, c'est pas du tout quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. Rassurez-moi, il m'est arrivé évidemment de fréquenter des restaurants McDonald's. Il y en a combien ? 75 000 ? Alors oui, il y a 75 000 personnes sous enseigne sur les 1500 restaurants en France. Oui. Ils n'ont quand même pas Instagram et TikTok en train de faire les frites, rassurez-moi, parce que c'est peut-être des digital natives. Enfin, il faut quand même les faire. Effectivement pas leur smartphone en main pendant le service, mais dès qu'ils ont fini, paf, on les voit se reconnecter, c'est clair. Et ça, j'allais dire, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs et ça ne les déconnecte pas de leurs collègues parce que, comme le disait madame, en fait, plus ils sont connectés,
plus on a le sentiment qu'ils ont le besoin aussi de face-to-face, de contact, et ils recherchent dans nos restaurants cette relation. Ils sont entre eux. Avant le service, après le service, ils vont boire un coup, ils vont sortir ensemble, ils vont, alors quand les conditions sanitaires le permettent, Oui, bien sûr. en boîte, etc. Mais ils sont doublement connectés à leurs outils. Effectivement, le smartphone, c'est le prolongement de leurs mains, mais aussi très dans l'échange entre eux. Mais dans des petites, alors je ne sais pas si le terme, je ne sais pas si madame me corrigera, mais un peu dans des tribus, dans des petites communautés. Ouais, ils sont vraiment dans des petits collectifs et ils ont beaucoup de connexions hors digitales. Comment vous les regardez? Parce que vous les recrutez, c'est votre cible, ces jeunes. Vous évoquiez tout à l'heure les juniors, donc jusqu'à 27 ans. En quoi ils sont différents de la génération d'après et de ma génération qui est née sans Internet? Puisque je pense que ce qui se distingue entre eux et moi, c'est que moi, quand je suis né, jusqu'à mes 30 ans presque, ou 25 ans, je n'avais pas Internet. C'est ça la différence. Moi, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect de temporalité qui n'est pas du tout la même que la vôtre, que la mienne, que celle de M. Baron, etc. Il y a un côté consumériste, zapping. Il faut l'information tout de suite, il faut la traiter tout de suite, mais on peut la zapper assez vite et passer à autre chose. Donc il y a un premier aspect, et puis un aspect effectivement communautaire. Vous disiez tribu, un peu clanique. On se crée des réseaux, on se crée des groupes. On se rassure, on se protège. C'est quoi l'idée? Un peu psychologique. C'est plutôt on communique. On interagit, on échange. On rejoint un groupe à un instant donné, on le quitte 6 mois plus tard pour en rejoindre un autre, etc. etc. Mais vous êtes un recruteur. C'est quoi les méthodologies? Parce que vous avez forcément approfondi cette question. Il y a des mots-clés, il y a des manières de présenter les choses, il y a une manière de dire les choses. Comment on fait, j'allais dire, pour attirer ces jeunes sur le marché de l'emploi? Alors oui, nous qui recrutons pour nos clients, aujourd'hui, on a pris l'habitude de demander à nos clients qu'est-ce qu'on met en avant. Bah oui. Expliquez-nous comment on met en avant McDonald's, ouais. comment on met en avant Thales, L'Oréal ou autre. Donnez-nous les clés de lecture, qui seront les clés de lecture finalement de cette génération. Puisque vous parlez de McDonald's, comment on met en avant? Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes pour leur dire? Parce que on va y revenir, il y a une petite pénurie en ce moment d'emploi et ça touche paradoxalement même McDonald's, parce qu'il n'y avait jamais eu de souci de pénurie. Comment on fait là? C'est quoi les mots-clés pour faire venir quelqu'un? Il n'y a pas forcément un mot-clé, chacun a ses mots-clés. Un style? Il y a un style, il y a un côté agile. Si effectivement on leur explique que l'organisation hiérarchisée à 153 niveaux à l'ancienne, jamais ils ne viennent. Ils veulent plutôt de l'horizontalité. Plutôt de l'horizontalité, exactement. Si on leur explique que dans 5 ans, leur job sera le même, c'est perdu. Alors c'était le cas pour nous effectivement par le passé, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc en fait, il faut leur montrer à cause de l'immédiateté, à cause d'Internet, à cause de je zappe, quoi. Le côté routine, dans leur esprit, vient très très vite, beaucoup plus vite que la génération précédente. Élodie Gentina, vous êtes consommateur, excusez-moi, parce que effectivement on les a beaucoup critiqués, ces jeunes, en disant mais après tout, ce sont juste des slasheurs consommateurs, ils zappent, ils prennent, ils jettent. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Parce qu'on voit aussi chez eux, et notamment je pense à Greta Thunberg, qui est finalement un peu dans cette génération Z, des militants, des gens engagés, des gens qui lâchent rien sur l'écologie. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, non? Exactement, c'est pas aussi simple. Et là, vous mettez justement en avant des clichés. Et souvent, quand on parle d'eux, on dit voilà qu'ils sont rebelles, slasheurs, zappeurs, qui remettent constamment en cause l'autorité. Et pourtant, c'est beaucoup plus contradictoire. Ils ont vraiment des aspirations qui sont contradictoires. Oui, ils sont digitaux, et comme tout à l'heure, vous l'avez dit, et pourtant, ils ont besoin de face-to-face. Un des premiers critères qui, demain, fait qu'ils ont envie de rester dans l'entreprise, par exemple, c'est l'esprit d'équipe. Leurs collaborateurs, c'est leur tribu, c'est leurs copains. Ils deviennent même plus fidèles aux autres qu'à l'entreprise. Donc, il faut prendre un peu de hauteur pour les comprendre, et c'est pas si simple que ça. La crise de la Covid-19 a suscité aussi pour eux des questionnements très profonds et un peu je dirais un sentiment d'urgence sur toutes ces questions liées à l'écologie, à l'environnement, au bien-être, à la volonté d'être heureux demain dans l'entreprise. Donc on passe aussi d'une fidélité négative à une fidélité positive. Si on reste dans l'entreprise, c'est parce que je m'y sens bien, je suis heureux, j'ai pas un job qui est une routine, et l'entreprise d'aujourd'hui et de demain doit être une école apprenante dans laquelle on apprend, on partage, on renouvelle ses compétences.
En fait, vous êtes assez aligné dans ce que vous dites. La notion de tribu, le fait qu'on est ensemble, qu'on mêle finalement vie privée, vie professionnelle, qu'on a besoin finalement de se tenir chaud, d'être ensemble, et aussi d'avoir la marque McDo, parce qu'il y a aussi cette idée d'appartenir à une entreprise. Sur la qualité du travail, parce qu'il y a aussi un autre sujet. Certains chefs d'entreprise sur ce plateau nous disent on a des jeunes qui ne sont pas formés, qui sont mal formés, qui ont appris un peu de travers. On est tous des parents, enfin je ne sais pas, mais on hurle parfois, mais arrête de regarder ton téléphone, essaie d'ouvrir des bouquins. Enfin, qui ne l'a pas dit ? Qui ne l'a pas dit ? Est-ce que la qualité de travail, est-ce que ce qui est produit finalement, la productivité, elle est au rendez-vous ? Ou est-ce que vous dites, bah oui, Internet c'est aussi un peu le défaut, quoi. On voit plein d'images, on voit plein de trucs, mais ça ne marche pas. Pas simple ma question, parce que... Oui, il y a de ça, et pour autant, c'est pas une génération qui a moins de compétences que les autres. Et que les précédentes. Ah, vous la sauvez, hein, vous voulez pas... Non, c'est que c'est vraiment une génération, et je trouve même que c'est extrêmement intéressant. Elle voit que ce qu'elle apprend dans le monde scolaire, universitaire, ne sera pas directement utilisable. C'est terrible ce que vous dites. C'est-à-dire que ce qu'ils apprennent ne leur sert pas à grand-chose. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc, ils sont très en recherche, Élodie, si vous permettez, disait de l'entreprise apprenante. Ouais. Et donc, ils veulent vraiment trouver dans l'entreprise ce qu'ils n'apprennent pas ou ils n'ont pas appris dans leurs études. C'est tragique. C'est tragique, et pour autant, pour des organisations et des entreprises comme la nôtre, qui sont des entreprises par excellence apprenantes, McDo, il y a entre 2, 4, voire 5 formateurs par restaurant. Et on peut grandir. Hein. Et on grandit, et on apprend du premier jour jusqu'au jour où le projet étant réalisé, le choix de vie étant fait, les jeunes veulent à un moment donné nous quitter, mais ils sont vraiment dans cette logique de l'entreprise. C'est dans l'entreprise que je vais apprendre, et c'est pas dans mes études. Que je vais apprendre et que je vais grandir. Que je vais grandir, que je vais me développer. Ouais. En me faisant plaisir. Et c'est peut-être ça la différence. C'est-à-dire qu'on a eu des générations qui pouvaient être je m'accroche, j'apprends, je gravis, etc. Là, c'est j'apprends, je travaille et je veux me faire plaisir en même temps. Et ça n'est pas incompatible. Vous avez raison, c'est ça. Vous êtes d'accord ? Moi, je trouve ça assez tragique. Peut-être que je suis vieille France, mais je veux dire, passer 10 ans ou 12 ans sur les bancs d'école et s'apercevoir qu'à la fin, ce qu'on a appris, on apprend plus quand on est chez McDo, sur les relations humaines, sur le travail. Ça n'a pas changé. Enfin, c'est un gâchis. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça, c'est toute génération confondue. Mais bien évidemment, vous voyez, à titre personnel, je suis sorti d'une école d'ingénieur. Est-ce que je savais être ingénieur à la sortie ? Pas du tout. J'ai appris à apprendre. C'est mon cas personnel, mais je pense que c'est le cas de plein de gens. Et n'oublions pas qu'on parle quand même de jeunes diplômés, de jeunes. Qui peut se targuer aujourd'hui, en tant que jeune sorti d'école, d'être opérationnel tout de suite à T0 ? C'est vrai. Personne. Pas plus maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc je commence à vieillir, en fait, ce que vous me dites, quoi. Je commence à avoir un regard un peu de conflit de génération, parce qu'il y a un peu de ça aussi dans le regard qu'on porte sur cette génération Z. Même le recruteur, il faut quand même sentir cette génération. Oui, oublions pas non plus que les recruteurs, les managers qui recrutent aujourd'hui ne sont plus issus de la génération X, dont je suis issu et dont nous sommes issus, tout à fait. Mais la génération Y. Qui a déjà commencé à faire sa mue de son côté, qui a déjà changé un peu sa façon de voir les choses. Élodie, puis après on va parler très concrètement de vos recrutements, parce que je l'évoquais, mais il faut qu'on approfondisse l'idée qu'on peut progresser chez McDo, qu'effectivement on démarre à la base, et puis qu'ensuite on peut grandir. Cette génération Z, qu'on soit bien d'accord, je ne sais pas si vous l'avez expertisé sous cet angle, mais j'ai lu qu'elle ne souhaitait pas non plus forcément monter en grade, choper des titres, briller avec des médailles accrochées au revers du veston, mais qu'au contraire, il y avait plus l'idée de créer du sens, du lien. Est-ce que c'est celle-là, cette génération Z ? Ce qui pose problème pour les managers, hein, parce qu'on leur propose de prendre des postes, et ils disent bah, « j'ai pas très envie, en fait ». C'est exactement ça. Alors, si je peux me permettre, si je reprends une étude que j'ai menée auprès de plus de 2500 jeunes, donc je suis partie de l'adolescence de 15 ans, donc des lycéens jusqu'à 25-26 ans, je leur ai posé la question, dans 10 ans, comment tu te vois ? Ça, c'est une question extrêmement difficile pour eux, parce qu'à plus d'un an, déjà, ils ont du mal. 65% d'entre eux m'ont répondu avoir une vie équilibrée, vie pro, vie perso, avant même de créer ma propre entreprise, gravir les échelons ou encore rechercher la sécurité de l'emploi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, pour eux, l'important, c'est plus réussir professionnellement leur vie, mais c'est réussir pleinement leur vie perso-pro, leur vie tout court. Donc, on voit bien que quand un recruteur leur pose la question « Mais dans 5 ans, comment tu te vois ?» Le jeune qui va être honnête va répondre tout simplement « Mais peut-être que dans 5 ans, je ne serai plus ici.
chez vous. Cela ne veut pas dire que le jeune n'est pas motivé, mais c'est qu'il a une relation à l'avenir qui est complètement différente, une relation au bonheur qui est complètement différente, et il vit beaucoup plus dans l'instant présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, dans l'entreprise, peut-être que la notion de métier, de CDI, c'est plus quelque chose qui les inspire, ce qui peut d'ailleurs beaucoup surprendre les autres générations. Comment un jeune peut-il refuser un CDI? Aujourd'hui, ils vivent en mode mission, ils ont besoin de plus de liberté, de plus de flexibilité, et ils ont besoin aussi de jobs dans lesquels ils vont sentir qu'ils ont un sentiment d'utilité publique. Ah oui, donc, par exemple, aussi, voilà, travailler 4 jours en entreprise, un jour dans une association, comme le fait l'association Vendredi, ou créer de l'entrepreneuriat avec des projets humanitaires en mode mission. C'est des choses qui leur parlent bien. Hervé Baron, il y a multitude de profils hein, dans les restaurants, que ce soit en Ile-de-France et en province, parce que vous avez beaucoup de restaurants. Alors, des restaurants propres, des restaurants en franchise, enfin, je simplifie. Il y a quand même des profils incroyables. Il y a ceux qui vont grimper les échelons chez McDo, qui vont rester parce qu'ils s'y sentent bien. Et puis, il y a cette population de jeunes étudiants qui utilisent McDo comme un support, un appoint financier pour leur permettre de devenir ingénieur, médecin. Encore que la première année de médecine, il ne vaut mieux pas aller travailler chez McDo si on veut l'avoir. C'est ça le profil Oui. Non, je parlais du travail qu'on doit faire en médecine. Mais ça n'est pas un problème parce que oui, c'est vrai que McDo, nous sommes une entreprise avec l'égalité des chances, la méritocratie, la progression. La diversité et de l'inclusion. La diversité, la promotion interne. Presque 90% de nos directeurs et directrices de restaurants ont commencé comme équipiers. Un gros quart des effectifs du siège de McDo a commencé en restaurant. J'ai au COMEX des collègues qui viennent des restaurants. Donc oui, il y a bien ça. Et pour autant, ça n'est pas incompatible avec des parcours beaucoup plus courts, des jeunes qui nous rejoignent, des étudiants juste pour leurs études, des jeunes pour financer un projet court terme. Je veux me payer 6 mois ou 12 mois de tour du monde, je viens bosser quelques mois. J'ai besoin de m'acheter une voiture et donc un de nos slogans, c'est qu'il y a forcément une opportunité pour tout le monde chez McDo, que ce soit pour une courte, une moyenne ou une longue période. Et j'aimais bien ce que venez comme vous êtes, c'est ça. Alors c'est venez comme vous êtes. Non, mais c'est un peu ça que vous dites. C'est exactement ça. C'est ça. Et ils nous rejoignent en fonction de ce que nous sommes et de ce en quoi on peut leur être utile. Et il y a cette notion, mais plutôt positive, d'utilité réciproque, de gagnant-gagnant, à la fois dans leur intérêt personnel, mais aussi collectif. Ils considèrent, et c'est peut-être une des nouveautés, que l'entreprise, c'est le lieu où on s'occupe de leur bien-être à eux, et c'est le lieu où on fait bouger les choses. Ils ne croient pas trop à l'univers politique et administratif pour faire bouger le monde. C'est tout à fait exact. Ils pensent l'État a disparu de leur vocabulaire. Et que les entreprises sont l'endroit où on va faire bouger les choses. Et c'est la réalité concrète de leur vie. Et ils sont très engagés dans les démarches de l'enseigne, de l'entreprise. Juste un tout petit mot, parce que je donne la parole à Julien. Il y a les recrutements, il y a la manière dont on les recrute, les techniques, parce que j'ai vu qu'il y a des techniques de simulation, des jeux, il y a du ludique. Ça, c'est des techniques. Mais cette communauté de jeunes, elle revendique, elle dit quoi, elle demande quoi, quel rapport elle a avec l'autorité. Vous voyez où je veux vous emmener, le rapport au père, le rapport à l'autorité, le rapport à sa liberté. 68, oui, ça vous rappelle des choses. Voilà, ils sont où ces jeunes par rapport à ça? Ils sont très attachés à des règles simples, principales, à ce qu'on leur raconte une histoire et quelque chose de précis dans lequel ils se retrouvent. Pas qu'on leur raconte des histoires, les grands-messes, etc. Alors là, franchement, ça les saoule, comme on dit. Ça les saoule, vraiment. Exactement. Et ils sont très en recherche de ce petit univers, de ce petit collectif de travail. Et donc, c'est ce que le petit cocon, c'est ça. Et où le lien hiérarchique, alors ça peut leur donner des boutons. La verticalité, ils supportent pas. Mais ces univers de proximité où on est ensemble, on a une mission à faire, sur une courte période, on s'entraide, c'est l'esprit d'équipe et où on est en collaboratif, en horizontal, ça leur va parfaitement bien. Et on se parle vrai. Et on se dit les choses telles qu'elles sont, ce qui va pas, et il n'y a pas de faux semblants. Julien Vérich, quand même, encore une fois, vous avez pensé que je suis une force de fausse publicité, mais j'ai un peu expertisé la manière dont vous gérez vos RH, et je trouve que c'est un sacré tour de force que de gérer autant de jeunes qui viennent d'univers très différents, des quartiers, avec des façons d'être très différentes, et de réussir ce tour de force à créer une unité, une dynamique, quand même.
Oui, quand on parle d'agilité, vous savez, côté candidat, les managers doivent l'être également. Ils doivent s'adapter à tout type de public. Évidemment. Donc c'est 360 degrés, on s'adapte à des moins jeunes, à des plus jeunes, issus de quartier, pas de quartier, etc. Et je m'autorise à une relation clientèle qui n'est pas toujours simple. C'est-à-dire qu'il faut aussi être adaptable, ouvert, comme il faut, commercial, commerçant. Oui. Tout ça n'est pas simple quand on a 20 ans. Je vous ai vu sourire, Élodie. Qu'est-ce qui vous fait sourire? C'est le côté, le rapport au père, l'autorité? Parce qu'on n'arrive pas à les situer. Ils ont renversé la table ou ils sont finalement prêts à se marier à 21 ans et à s'installer avec leur femme? Non, quand même pas. La notion d'engagement, la notion de mariage, souvent, ils l'utilisent plus vraiment. Et quand on parle d'autorité, oui, je souris parce qu'aujourd'hui, on passe d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. Même nous, en tant que professeurs, c'est pareil pour le leader, on devient plutôt des coachs. Ils ne vont plus respecter l'autorité de l'ancien parce qu'il est plus âgé, parce que non, on va être sur une autorité. Le leader doit être empathique, doit être inspirant, doit devenir coach. Donc, ils ont quand même besoin énormément de feedback. Ils remettent en cause l'autorité, mais ça, c'est pas nouveau. Déjà, Socrate, Platon disaient, voilà, les jeunes remettent en cause l'autorité, mais je dirais plutôt qu'on est face à une crise de la crédibilité des porteurs d'autorité. Pour que le porteur d'autorité soit crédible, le porteur d'autorité doit être inspirant, empathique. Enfin, on va être vraiment sur une autorité beaucoup plus relationnelle pour ces jeunes-là. Donc, on retrouve ce que vous avez dit, l'agilité. On est dans un monde qui est fluide, on apprend en dehors de l'école, on apprend en dehors des frontières de l'entreprise. Et le leader, ça va être pareil. La relation va vraiment être différente et beaucoup plus égalitaire. Comme les relations d'ailleurs qu'on a aujourd'hui dans notre société occidentale avec nos enfants. Oui, c'est pour ça que ça renvoie quand même à des choses qui sont très intimes. C'est la relation qu'on entretient avec nos enfants. Les enfants d'avant 68, ce n'étaient pas les enfants d'après 68 dans le rapport à l'autorité. Et tout ça a évidemment cheminé. Les techniques de recrutement, j'y reviens. Il y a une technique, ce qu'on appelle la simulation. Donc c'est quelque chose que vous connaissez bien. Ça concerne McDo, mais plein d'autres entreprises. Ça consiste à quoi? Comment ça marche là? Comment on fait avec ces jeunes? L'objectif, c'est en fait de les mettre en confiance et de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Dans le ventre. Cash. Oui, cash. Alors, dans le ventre, ça ne veut pas dire les torturer non plus en entretien. Surtout pas. Au contraire, c'est plutôt les mettre à l'aise, que quelque part. Qui sortent quelque chose. Qu'il n'y ait pas les aspérités, que ce soit pas lisse, finalement, et qu'on sache qui on a face à soi. Non pas forcément que en termes de collaborateurs, mais en termes d'être humain. De savoir-être. De valeur, de savoir-être. Voilà, dites-nous qui vous êtes, et on verra si ça va matcher ensemble. Mais je le redis, il y a quand même une possibilité pour les jeunes des quartiers, qui sont parfois un peu exclus de l'univers du monde du travail, pour mille et une raisons, parce qu'ils habitent la mauvaise rue, ils n'ont pas la bonne couleur, parce que... Et McDo leur donne leur chance, et c'est souvent leur premier job. C'est ce qui leur donne confiance quand même. Leur premier job, leur premier tremplin, là où ils sont reconnus, où ils peuvent s'exprimer et se développer. Vous savez, en France, pendant très longtemps, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, Julien Denard, le CV est un totem. Chez McDo, pas du tout. On recrute sans CV, on n'a pas besoin d'un CV. Dans un CV, on apprend finalement peu de choses. Et ça correspond bien aussi à leurs besoins d'immédiateté. Ils ont besoin d'un contact direct, face-to-face. Alors d'abord digital, parce que la première connexion, elle est sur le site carrière. Et elle viendra nous rejoindre un jour, Élodie, elle sera là un jour. Mais voilà, et donc ça va vite. Et ce qu'on recherche, c'est évidemment, ils n'ont pas d'expérience. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences. Mais vous leur donnez leur chance. On leur donne les chances et on leur donne la possibilité d'exprimer leurs compétences. Et par rapport à ce que disait Élodie tout à l'heure, la compétence a remplacé l'ancienneté et la légitimité métier relationnel a remplacé l'autorité. Et dans un univers comme McDo, c'est pas une cascade de chefs, c'est des gens qui travaillent en équipe, dans une bonne ambiance. Et dans un restaurant McDo, ça peut paraître surprenant, mais c'est probablement un des derniers endroits en France où vous pouvez avoir un étudiant en Master 2 ou un ingénieur avec un jeune dont le parcours scolaire a été vraiment compliqué, une mère de famille, un artiste qui a besoin de financer. Ils sont plus sous le drapeau. Senior. Oui, ils sont sous Ronald. Mais c'est ça. Ils sont dans une communauté de travail qui leur convient, dans laquelle, oui, vous avez raison, il y a l'engagement long terme, c'est pas un truc qui leur parle, effectivement, se prononcer à 5 ans, même 12 mois. 12 mois, c'est beaucoup. Et donc, avec eux, on a une succession de réengagements réguliers. Alors, c'est pas un remariage, mais c'est un recontrat, mais c'est régulièrement, on se réassure réciproquement. C'est-à-dire que vous pilotez évidemment l'ensemble de la structure, mais les cadres intermédiaires sont en permanence obligés de leur dire on continue pas, ça te plaît pas, qu'est-ce que t'en tires? Et c'est les restimuler en permanence, continuer à leur donner envie. Et c'est pas une génération qui rechigne à la responsabilité, et elle est prête à en prendre.
mais pas se projeter dans oui, je fais ça parce que dans 5 ans, je pourrai avoir tel job ou tel job. C'est maintenant, tout de suite, qu'est-ce que ça m'apporte et comment je grandis avec ça. Avant de nous quitter, Élodie, juste un mot, vous avez pensé que je fais beaucoup de psychologie sur ces relations au RH, mais quand même, est-ce que cette espèce d'idée de tribu, d'être ensemble, de se serrer les coudes, c'est aussi parce que le monde est très incertain et de plus en plus incertain et que ces jeunes ont besoin de... Ou est-ce que je m'emballe un peu? Non, mais de toute façon, ils vivent en réseau. Nous, le réseau, c'était une compétence qu'on cherchait à acquérir pour les autres générations. Eux, c'est quelque chose de complètement d'inné. Ils vivent avec leurs pères, ils vivent avec leurs copains. Par contre, le réseau, pour moi, c'est quelque chose qui se crée dans le réel. Le premier agent de socialisation, c'est la famille. C'est l'école. Et ensuite, le smartphone va permettre de prolonger la relation. Et si je reviens justement aux questions sur le recrutement, il y a plein d'innovations en matière de recrutement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le CV, on l'utilise toujours, mais peut-être que c'est un peu has-been face à l'obsolescence des compétences. Pourquoi ne pas leur dire, faites une vidéo de vous-même hyper rapide, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait McDonald's avec Snapchat à un moment, Exact. et vous envoyez pour recruter des jeunes 10 secondes et vous vous présentez en 10-15 secondes qui vous êtes, faire des entretiens en collectif, des escape games, des business games dans lesquels ils peuvent être avec leurs collaborateurs, on retrouve l'esprit tribu face-to-face, on leur demande de prendre des vraies décisions et on les analyse dans la mise en œuvre de la stratégie. Donc on innove aussi dans les entretiens de recrutement en lien avec ces générations, en lien avec les méthodes qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup moins pyramidales et l'importance du collectif. Un mot chacun. Merci Élodie, l'émission se termine. Ça consiste en quoi? C'est une question qui peut nous prendre une nuit, mais c'est quoi votre mission, vous qui êtes à la tête de cette vice-présidence RH, en charge des RH? C'est quoi? Comment on fait là? C'est de Créer l'unité, créer la... d'aider à fixer une ligne directrice Le commune. cap. Un cap, mais au sens d'une direction où on va et où on s'ajuste en permanence à partir de nos atouts. Et c'est aussi de conserver l'ADN de l'enseigne, de cette entreprise extrêmement apprenante. 5000 formateurs en France, plus une équipe, un centre de formation au siège, Oui. qui accompagne 5000 managers par an en termes de formation. Donc voilà, ça reste notre ADN. Donc c'est cette stratégie-là qu'on porte au niveau de McDo France. Sacré tour de force, hein, ce travail d'accompagnement et le fait de faire grandir ces jeunes au sein d'une structure, une entreprise. Il y a une petite pénurie, on n'a plus le temps d'en parler, mais il y a une petite pénurie quand même. Hein. Une petite, oui. Toute petite. Petite chez McDo, plus importante ailleurs. Partout. Voilà, ça c'est le recruteur. Et Julien, par bassin d'emploi. voilà. Exactement. Et en fonction des régions, vous avez entièrement raison, puis il y a des régions où ça marche très bien. Julien Vérich, merci. Directeur senior page personnel, je l'ai mis en anglais, vous avez vu. Parfait. Merci à Hervé Baron d'être venu nous rendre visite, vice-président RH de McDonald's France, 75 000 collaborateurs salariés sous enseigne, tout confondu, nous sommes d'accord. Et merci à Élodie Gentina de nous avoir rendu visite virtuellement, docteur en sciences de gestion, professeur de marketing à l'IESEC School of Management, et ce livre, Génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs, édition d'Uno. C'est un vrai plaisir de partager ce débat avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on va parler recrutement marque employeur avec Picard.